Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgleson, c'est Brax. Alors, on attaque aujourd'hui dans cette vidéo les 3 parties du samedi du MST3. Vous avez pu voir ma liste dans la vidéo d'introduction. Donc comme vous le savez, les listes n'étaient pas connues, donc je ne connaissais que mon adversaire. Le nom de mon adversaire c'est Branlibu. Et donc il était inscrit en Kingdom of Aquitaine, mais j'ai eu on va dire la bonne surprise quand même de le voir arriver en Warrior of Dark God. Pourquoi la bonne surprise? Parce que c'est une armée que je gère bien mieux que le Kingdom of Aquitaine. Indépendamment du joueur ou de la liste, le Kingdom est un peu compliqué pour moi parce qu'il est rapide, il a une grosse armure, il a son invue de protection, là, de bénédiction, et puis il y a le fameux duc, D3 PV plus 1, donc ça fait des trous dans les gardiens, mais d'une force, sauf quand ça se rate, évidemment, comme ça avait été le cas en Asgard contre Pépito. Bon, toujours est-il que là, donc, il vient en Warrior of the Dark God. Il joue 2 sorciers, le premier c'est son général, il sera adepte de l'occultisme, bon, paire d'armes, armure de plate. Il est sur un palanquin, de plus un vue au feu, un souffle, et puis de quoi faire des attaques force 5 à P3. Le deuxième sorcier c'est un master de l'alchimie, donc ça m'embête un peu plus, avec pareil, paire d'armes, il est sur un cheval, il a une grosse armure, et il le channel une fois de plus. Donc en fait il a 2 channels dans son armée. Un chef barbare qui va être la grande bannière, avec une arme lourde, une arme de lancer, ça je pense que c'est des points qui dépassent, une bonne armure grâce à l'essence of mithril, et le flaming standard pour donner l'enflammé au pack dans lequel il sera, puisqu'avec l'alchimie, l'attribut de l'alchimie rend inflammable, et quand vous êtes enflammé contre un inflammable, vous vous relancez pour blesser, et le Warrior Dark God a besoin de relance, en fait, pour se fiabiliser énormément. Donc c'est le combo basique que vous retrouvez chez les Infernal Dwarves, hein, donc là il n'y a pas de problème. Il joue 19 warriors, état-major complet, flaming standard évidemment, 37 barbares, état-major complet, bannière de discipline, 3 chosen knights de pride, donc ils ont le flegme en gros, hein, ils lancent 3D pour leur test de discipline et ils enlèvent le plus grand. Musicien et halbarde, donc ça les prive de bouclier. 2x5 Barbarian Norsemen avec musicien et bouclier, des Flyers par 5 avec bouclier, donc eux ce sont les mecs qui sont sur monture de Lust. C'est des emmerdeurs, hein. Ils peuvent se faufiler un peu partout, ils peuvent attaquer sur les arrières, donc c'est un peu chiant. 3 chariots guerriers, enfin Warrior Chariot, 2 Marauding Giant avec un Giant Club pour avoir la force 6 AP3. Bon, il a une forte magie, moi j'ai pas d'anti-magie à proprement parler, par contre, le reste, je dois avouer, ça ne me fait pas trop peur. Le seul truc, c'est qu'au niveau des scoring, il y a les 2 Barbarian Norsemen, eux je peux pas les esquiver. Enfin, c'est plutôt lui qui va m'esquiver, je peux pas vraiment les attraper, sauf si j'utilise en redirection évidemment. Et donc, vous allez voir que vu le scénario sur lequel on tombe, dans mon idée, dès le début, c'est un peu compliqué. On est sur Frontline Clash, donc ça on l'a tiré au dé. On joue le King of the Hill, donc c'est pour ça que je vous disais que les Barbarian Norsemen allaient m'embêter. Au niveau des N, je choisis les Warriors, les Barbarians et Chosen Knight. Bon ça, j'aurais pu choisir les géants, mais bon, là je voulais être sûr. Barbarian et Warriors c'était obligatoire, parce qu'en plus il y a les persos dedans, donc c'est double avantage. Et Chosen Knight, disons que je veux être sûr de m'en débarrasser rapidement, parce que ça balance pas mal de pain, c'est quand même très costaud, donc ils sont que 3, mais ils peuvent pas mal m'embêter. Au niveau de la magie, j'ai choisi pour Landville et le Runic-Smith les mêmes runes, à savoir la Gleaming, la Résilience, la Off, donc le Distracting Hard Target, le -1 pour être blessé et la relance pour blesser, parce que c'est que le du 4, enfin les Barbarians c'est en du 3, mais sinon le reste c'est en du 4, il y a les 2 géants, bon, je fiabilise mes touches grâce à la haine, je fiabiliserai mes blessures. Mon adversaire en occultisme choisit The Rotweaving, donc qui descend mes capacités offensives et défensives, et Breath of Corruption, qui est un souffle toxique. Un souffle toxique, et qui peut donner en plus à une personne comme un champion ou un autre personnage, donc ça lui fait une arme de tir à 18 pouces, ce qui est franchement pas mal. Au niveau alchimie, donc il prend l'héréditaire, le Hellfire, qui permet de balancer des touches force 7, mais sans AP, et vu qu'il n'est pas Veil Walker, il pourra pas utiliser les tokens pour booster ses sorts, notamment faire qu'on relance les saves réussis. Bon, du coup le Hellfire me fait un peu moins peur,
Certes, il me laisse toute mon armée sur 2+, mais après j'ai mon armure complète, donc soit du 4+, soit du 3+ pour les Old Guardians. Le World of Iron, la Glory of Gold et la Corruption of Tin. Donc le bonus d'armure, le bonus en AP qui donne Flaming Attack et Magical Attack, et la Corruption of Tin donc qui donne un -1 en armure permanent. Chose que je n'apprécie pas beaucoup. La table elle est comme ceci, donc vous voyez avec une ruine centrale, double colline, un lac, double forêt, un affront. Donc vu qu'on est sur King of the Hill, on doit choisir un décor qui n'est pas complètement dans notre zone de déploiement et qui devra être pris par l'adversaire. Donc mon adversaire me choisit sa colline, la colline qui est de son côté. Moi je lui choisis donc l'autre colline, et je décide d'utiliser ma Rune of Mining sur la ruine centrale, de façon à fiabiliser tous mes déplacements qui ne sont pas des charges ou des fuites. Et donc voilà le déploiement. Donc on m'a fait la remarque que j'avais pas assez de photos générales de la table, ce qui était vrai. Donc je vais essayer là j'ai essayé de vous en proposer le plus. Si jamais ça manque encore, n'hésitez pas dans les commentaires à me le faire savoir, hein, le but étant de m'améliorer. Donc, vous voyez en haut à gauche, il a eu le bord de table, et moi j'ai pu tout déployer pour dans l'idée de commencer. Donc les Chosen Knights, un géant, les guerriers dans la forêt avec le magicien sur cheval, les flyers qui sont devant 2 chariots, les barbarians avec la BSB et le général sur palanquin, les 2x5 barbarian horsemen avec un géant et le 3e char derrière de mon côté. Toujours de gauche à droite, nous avons les 15 Greybards avec la Relentless, un pack de Old Guardian qui est devant Landville, la déesse avec tout le monde à l'intérieur évidemment, et le 2e pack de Old Guardian qui est sur la colline. Voilà, donc une autre vue, avec vous voyez, des tables fort sympathiques, là l'infront avec les espèces de mâchoires est super joli je trouve, et puis le reste, voilà, les décors sont à la taille, à peu près, hein, mais sont à la taille du 9e âge, donc ça permet d'avoir des parties un peu plus fluides, pas se faire occulter par un décor immense qui est injouable, genre, ou au contraire tout petit pour pouvoir vraiment servir à quelque chose. Le tapis là est fort sympathique, donc voilà, c'était vraiment sympa de jouer là-dessus. En plus on avait de la place autour des tables, c'est hyper lumineux, bien qu'il faisait gris dehors, donc voilà, donc vraiment une très bonne configuration pour jouer. Donc, quelques zooms donc, sur l'armée qui lui a été prêtée, avec je crois la figurine de Chrome le Conquérant qui a servi à la conversion pour le sorcier qui est sur palanquin. Et voilà mon armée déployée. Ici c'est mon avant-garde, donc l'avant-garde de la Death Star qui va dans la ruine. Je risque rien depuis la ruine, donc je me mets tout de suite en position d'attaque hyper agressif, puisque lui son déploiement est très défensif, donc je pousse en fait en me mettant moi en agression, sachant que bien sûr que j'ai le tour 1. Mon tour 1, donc je sors de la ruine, puisque je ne peux pas charger étant donné que j'ai effectué un mouvement d'avant-garde. J'avance avec mon pack de Old Guardian qui descend de la colline. L'autre pack se dirige vers les Chosen Knights et la colline, de même que le petit pack de Barbe Grise. Même là, Landville bouge un petit peu. Bon voilà, les mouvements sont assez basiques. Une vue générale de la fin de mon mouvement. Donc en magie c'est rapide, je mets 3 Veil tokens de côté parce que pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de faire de la magie. Je passe un -1, enfin une résilience sur le pack de gauche au cas où il lancerait la charge de ses Chosen Knights. Et j'ai une relance pour blesser dans la DS, mais je me doute qu'il va pas charger vu la configuration qu'il y a en face de moi. Oui, petit détail qui n'en est pas un, pendant le mouvement, j'ai slidé mon roi qui se met donc sur la gauche, de façon à ce que si jamais il décide de charger, bien que j'ai la relance pour blesser avec son géant, que le géant soit au contact de mon roi et donc se fasse à peu près one-shotter normalement, hein, selon les stats, il doit pas pouvoir supporter l'attaque de mon roi. À son tour 1, il ne charge pas. Il amène le géant en redirection, en faisant bien attention que si j'impacte le géant, vu que je serai de face, je ne puisse pas faire de charge irrésistible dans son pack de guerriers. Il sort son sorcier du pack de guerriers qui reste là où il est, donc là il le met hors de portée de tout. Les cavaliers maraudeurs commencent à contourner l'infront pour aller vers la colline, comme malheureusement je m'y attendais. En même temps, je me suis tellement avancé, j'ai tellement été agressif que son chaff n'aurait pas été possible. Donc il choisit d'aller tout de suite prendre l'objectif, ce qui est pas déconnant du tout.
Les flyers, donc là vous voyez qu'ils ont disparu, ça permet au reste de l'armée de se remettre en marche. Étant donné que j'ai pas de tir, il sort sa GB, c'est la petite figurine que vous voyez à côté des barbares. Et il replace ses barbares, il replace un petit peu ses chars de façon à provoquer les charges le tour d'après. Donc voilà une vue générale, vous voyez que les flyers sont passés entre mes deux régiments, ils sont visibles de rien. Ils ont quelques pieds dans la ruine, mais eux, ils sont striders, donc pas de soucis. Et surtout, bon là on la voit pas sur l'écran, mais ils visent bien évidemment mon nom de ville. Sur la colline, il a longuement hésité, et finalement, il fait un mouvement que je suis pas certain que ça soit une bonne idée, mais bon, il reforme ses Chosen Knight et les fait avancer légèrement en restant principalement sur la colline pour avoir la relance le tour d'après pour sa charge, et du coup il se rapproche un petit peu, en se mettant comme ça, de mes gardiens. Au niveau de la magie, il passe le souffle sur un de ses chars, mais grâce à la 5+, vue, puisque c'est une shooting attack, ça devient une shooting attack vu qu'on est en phase de shoot, et puis un saut, et puis un sort. Il me fait juste une barbe grise dans la déesse. À mon tour 2, je charge le géant. Mais avant, j'ai déclaré une autre charge. J'ai déclaré une charge des gardiens de droite dans les barbares, parce que je les vois et que je peux, avec la roue, venir les impacter. Charge avec les All Guardians de gauche dans les Chosen Knight. Donc Chosen Knight, je fais mon double as, vous voyez les dés qui sont à côté. Donc j'avance de 1. Donc non seulement je rate la charge, bon ça c'est pas trop grave parce qu'elle était lointaine, mais c'est surtout que je n'avance que de 1. Et donc les distances de charge restent lointaines en fait. Donc ça c'est un peu le souci. Par contre, à droite, quand j'ai lancé mes charges, j'ai résolu la charge des gardiens en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je la rate, et c'est le cas, quand je me suis avancé, la charge contre le géant est toujours possible, cependant, je ne peux pas aller jusqu'au bout sur le géant. Et donc c'est le géant qui ferme la porte, ce qui fait que je me retrouve face au guerrier. Bon, après, est-ce que je vais faire une irée avec tout ce que je peux me prendre dans le flanc après? Pourquoi pas? Toujours est-il que les gardiens de droite protègent ce flanc, j'ai la Holstone, enfin bon, il y a des choses à faire. Ça embête pas mal mon adversaire qui lui pensait me foutre un peu dans le vent avec sa redirection, ce qui était le cas jusqu'à ce que mes gardiens me gênent dans ma propre charge. Donc on va être honnête, hein, je l'ai pas vu tout de suite, c'est en fait au moment où je vais lancer les charges, je me suis dit, et si jamais les gardiens n'y arrivent pas, la déesse, elle, pourra peut-être se retrouver de face au guerrier, et on verra ce que ça donne. Donc là, vous voyez, je suis au contact avec le géant. Et donc nos pauvres petits gardiens qui ont raté leur charge à Douglas, et Landville qui, vous voyez, n'est pas si loin de ça des flyers. Hein. Je l'ai reculé un petit peu, mais seulement de 3 pouces, hein, on peut pas faire mieux. Et j'ai utilisé donc la Relentless pour avancer de façon extrêmement rapide, mes barbes grises, et menacer le dos des Chosen Knight. Magie, j'arrive à faire la relance pour blesser sur la déesse, donc arrive au corps à corps, le géant se fait one-shot par le roi. Les forces 7, je relance pour blesser, et je fais du D3 PV, donc pour le géant, il fait pas un pli, évidemment. Je dois faire 7, je crois, ou 6, pour faire une irée dans les guerriers, mais je me dis que c'est pas forcément une bonne idée, que je voudrais pas qu'il déborde avec ses autres unités. Si je rate ma charge, je vais devoir cramer la Holstone tout de suite, enfin. Donc au final, je me reforme, en me remettant le roi au milieu, de façon à avoir toute son armée de face par rapport à ma déesse, avec toujours donc les gardiens qui sont en couverture. Au final, le coup de j'étais obligé de fermer la porte parce que mes gardiens me gênent, etc. Bon, c'était un bon coup stratégique, si tant est que je l'avais vu à l'avance, mais au final, il n'y a pas d'impact puisque je reste sur place, enfin je me reforme, il n'y a pas de problème. Ça aurait été très problématique s'il n'y avait pas eu ça et si le géant avait tanké. Voilà la vue générale, donc vous voyez les Chosen Knight sont sur le point de foncer dans la déesse, je sais qu'ils sont là, ils ont une relance pour charger, mais je peux pas tout gérer, donc je préfère m'occuper des 2 tiers de son armée qui sont sur la droite, et puis me dire que si je me les prends, je prendrai la Holstone, et puis il faudra les gérer à un moment ou à un autre, mais j'ai quand même 8 gardiens, j'ai quand même les autres 8 gardiens de l'autre côté, donc je suis quand même couvert. La déesse n'est pas toute seule. On passe à son tour 2. Alors, Erich en charge. Il lance 5 charges. 3 qui sont auto, ce sont les guerriers et les 2 chars. Une qui est difficile mais relançable, celle des Chosen Knight, et une qui est normalement facile, celle des Flyers. Les Flyers vont rater, c'est pour ça qu'ils sont toujours dans la ruine, là. Je crois qu'il fait 1 et 2 sur les dés, un truc comme ça. Et les Chosen Knight, malgré la relance, se foirent mais avancent quand même de 6. Ce qui fait qu'ils se retrouvent vraiment proches. Hein, c'est sur un 8 sur les dés pour mes All Guardians pour le tour d'après. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis plutôt content qu'ils aient
d'une, rater la charge, et de deux, se soit autant rapproché de mon unité. Pendant sa charge, le char de gauche, celui qui est dans la forêt, se prend un triplace en terrain dangereux, donc il ne reste plus qu'un point de vie. Donc les flyers qui ont raté, ils sont toujours hors de portée de quoi que ce soit, hein. Ce n'est que partie remise, moi c'est bien, je temporise, tant que je peux faire de la magie avec l'anvil, j'en fais. En termes de mouvement, il continue, alors il peut pas faire, enfin son troisième char peut pas l'aider, donc il va commencer à refaire le tour de l'infront, et il envoie toujours ses horsemen vers la colline qu'on voit au bas de la photo, qui est vraiment proche. Voilà. Et encore une petite photo du champ de bataille. Vous voyez, je suis toujours de dos avec les Greybards, mais je suis un peu plus loin, bien sûr. En magie, il va passer, parce qu'il a la carte 7, donc il a pas mal de magie. Il arrive à me lancer un +2 en armure sur ses guerriers, et à rendre inflammable ma déesse. Bien sûr, il va utiliser l'étendard de feu. Je dissipe le reste des sorts. Au cas qu'on fait un défi de champion entre le champion lombard et le champion guerrier, c'est un beau nul. Les touches d'impact des deux chars me font quand même 7 morts. Donc ça c'est pas mal quand même, ça entame pas mal la DS. Par contre, je bute les deux chars. Bon, le char de gauche, c'est assez simple, hein. Il se fait one-shot par deux Greybards, et le reste, sur le char de droite, ça le tue. Je tue 3 guerriers de plus, parce qu'avec son armure, c'est compliqué. Je gagne le combat de 1, et il réussit son test de discipline grâce à l'AGB, qui est pas si loin que ça, qui est derrière. Sinon c'était compliqué, là, pour lui. Ok, on passe à mon tour 3. Alors mon tour 3, je lance 2 charges, une double charge dans les Chosen, qui ne peuvent pas fuir. Puis de toute façon, vu la configuration, ça aurait été un peu compliqué de fuir. Je lance les Old Guardians et les Greybards, et comme vous voyez, il y a que les petits nains qui arrivent à choper le dos des Chosen. Puisque mes Old Guardians, pour la deuxième fois de suite, ratent leur charge, et en plus, ils me font encore, je crois, 2 ou 3 pouces, donc ils avancent pas du tout. Autre charge, et qui est évidente, hein, cette fois, les autres Old Guardians, hop, entre dans le flanc des guerriers. L'idée là, c'est de se débarrasser de tout le monde et de faire mal. Enfin, l'idée idéale en fait serait de ne pas tous les tuer. Normalement, je dois pas tous les tuer, mais les faire fuir et de pouvoir aller chatouiller les barbares qui sont juste derrière. En magie, je réussis à passer une résilience sur la déesse et un gleaming sur les Old Guardians. Donc, je suis non seulement protégé pour ce corps à corps, mais surtout pour le tour suivant de mon adversaire. Ouais, donc comme je l'espérais, les guerriers craquent, hein. Forcément je suis beaucoup plus nombreux, il en reste quelques-uns qui ratent leur test, et moi je tape mon 10 avec les Greybards pour la poursuite, et donc j'impacte. Là on n'est pas au corps à corps à cause des figurines qui s'emboîtent mal, mais je suis au contact, au contact des barbares, donc c'est parfait en fait. Et puis j'ai les guerriers, bon, les Old Guardians qui sont derrière, qui servent un peu à rien. En fait, j'aurais pas dû poursuivre avec les Old Guardians, c'était un peu stupide, puisque de toute façon les deux unités n'auraient pas pu se placer de façon intéressante, voire pas du tout en fait. Les Old Guardians, quoi qu'il arrive, auraient été bloqués. Et en fait, j'aurais dû me reformer pour aller protéger ma colline. Là, en fait, je perds du temps en faisant ça, donc c'est un peu dommage. Donc j'ai pas de photo malheureusement, c'est dommage. Mais là vous voyez sur cette photo à gauche, je sais pas si vous voyez, il y a les Greybards. Et ouais, parce que les Greybards qui sont arrivés de dos d'un Chosen Knight, ils perdent 5 dès l'heure, puisqu'ils frappent quand même avant moi, et j'arrive à en tuer un, et à blesser un deuxième je crois. Et en fait avec tous les bonus que j'ai, la charge, le dos, la panière, les points de vie, parce qu'en fait je crois qu'ils gagnent de 1 au niveau des points de vie, mais enfin voilà, donc ils testent à 4. Alors, malgré sa marque, il fuit. Il est trop loin de la BSB, bien évidemment. Il fuit et je le rattrape, parce qu'il fait une fuite de 11 et je le rattrape de 12. Donc j'arrive à faire 12 pouces. Il a été tout content en faisant 11, parce que bien sûr il allait se rallier, en plus avec la GB à portée, etc. C'était son tour de jouer et tout, donc tout était nickel pour lui. Et malheureusement, je fais mon double 6, enfin malheureusement, heureusement pour moi, je fais mon double 6, je rattrape, et donc je suis ici. Alors, ils sont plus que 10, il y a le géant qui est quand même bien placé pour m'enfoncer dessus, je suis loin de ma colline, parce que le but quand même pour cette unité, c'est d'aller choper la colline. Mais je boude pas mon plaisir, hein. J'ai réussi à tuer les 3 Chosen Knights en un coup, en perdant que 5 nains, donc je suis extrêmement content. Tour 3 des Warriors. Alors, ça y est, au bout de 2 tours, les Flyers arrivent à impacter mon Anvil. Bon, on verra, écoutez, de toute façon j'ai pas le choix, le but c'est de tenir le plus longtemps, je risque pas de fuir, je
peux faire de la magie tant que je suis au corps à corps, il n'y a pas de problème. Donc du moment que je garde ma magie le plus longtemps possible, le reste, c'est comme ça, hein, je peux pas faire autrement. En fait si, j'aurais pu la déployer beaucoup plus à gauche en fait. Même si je connaissais pas son déploiement, j'aurais pu m'échapper un peu plus peut-être. Bon. Après le choix des sorts aussi, est-ce que j'aurais pas pu prendre un sort de mouvement? Bon, bref, peu importe. Toujours est-il que le corps à corps est là, j'ai déjà de la chance que ça ne soit qu'au tour 3, non pas au tour 2. Il lance le géant dans le flanc de la déesse. Pour lui, là, il se sent un peu perdu au niveau de la game. Et il se dit, bah, raté pour raté, je lance mon géant, et puis je pense qu'il aurait mieux fallu charger mes petits grébins, parce que c'est pas le géant qui va vraiment le sauver. Puis il y avait des points à prendre avec les grébins, je peux encore me retourner pour aller choper la colline, enfin c'est pas forcément le bon choix je pense de me charger avec le géant. Après je peux comprendre que il a eu envie de protéger son régiment principal, et puis aussi de tester tout simplement. Au niveau des mouvements, donc il envoie toujours ses cavaliers, donc il y en a un qui monte sur la colline, qui se met au bord de la colline, avec comme but de certainement aller voir Landville si jamais les flyers n'y arrivent pas, et l'autre est un petit peu en retrait pour prendre l'objectif si besoin. Le char se met sur le côté de l'affront, prêt à aller peut-être titiller mes gardiens, protéger la colline. Son sorcier se met sur le flanc pour éviter que je le voie avec mes petits grébards. La BSB se recule, et donc il fait un peu de magie, donc au niveau de la magie, il rate un sort de plus d'en armure sur les barbares, et je dissipe le -1 en armure sur ma déesse. Au niveau du cac, ah par contre il passe le souffle. Alors je pose la Holstone au cas où, parce que je me dis je vais pas tuer le géant, et je veux pouvoir être sûr de pas être disrupt, enfin je suis pas sûr que la Holstone était nécessaire, parce que j'étais quasiment sûr de gagner ce combat, mais bon voilà, de toute façon, vu la configuration, vu où je me trouve au niveau de la table, et vu ce qui reste comme gros cac potentiel dans la game, la Holstone servira pas, donc autant qu'elle serve ici. Alors c'est peut-être un peu con, parce que du coup je peux pas poursuivre, donc ouais, j'ai peut-être sorti la Holstone un peu rapidement. Non, il passe pas de souffle, excusez-moi, non, c'est bien ce que j'ai dit, donc de sort raté, un raté, un dissipé. Mon roi tape sur son sorcier, son général, et je le tue en un coup. Il souffle, il me fait rien, en blessure. Il va me tuer un grébard, je crois. Enfin, il va me tuer une barbe grise. Moi, je vais lui tuer 11 barbares. Les barbares tiennent le combat. Par contre, le géant, lui, fuit. Et vous voyez qu'il fuit pas loin du tout du bord de table. Donc on est comme ça, il vient de perdre son général sorcier, son géant qui s'est pris de boiffe, qui a pas fait grand chose, est sur le point de sortir de table. Pour moi je suis en Holstone. Bon, comme je l'ai dit, c'était pas vraiment nécessaire, mais bon, c'est fait. Ok, au tour 4, mon tour 4, je lance la charge depuis mes petits grébins sur le géant, question de le faire sortir. Comme ça je me pose pas de questions, il se rallie pas, il n'y a pas de... Voilà, le géant sort, je prends les points, c'est fini. Donc voilà, donc le géant est sorti, je passe une gleaming en magie, donc je passe une gleaming sur la déesse. Bon, c'est toujours ça de bien, -1 pour blesser sur les gardiens, qui se retournent vers la colline, comme ça, si jamais le char me charge de flanc, bah, il me fera un peu moins mal, et puis normalement je dois pouvoir le casser assez facilement. Il me dissipe les sorts que je veux lancer sur Landville pour être sûr de la tuer. Au corps à corps, il va me tuer une longue barbe, moi je lui tue 10 barbares. Il fuit, mais je ne le rattrape pas puisque je suis en Holstone, donc il fuit de 7. Voilà, on se retrouve là, donc c'est un peu dommage là encore, hein, comme je l'ai dit, sans la Holstone, est-ce que je les aurais pas rattrapés tout de suite pour pouvoir aller me prendre la GB qui est toute seule, je sais pas. Je pense que la Holstone là je l'ai utilisée bêtement. Voilà le terrain, et vous voyez sur la gauche, le combat contre les flyers continue, il me fait 2 points de vie, mais je lui en tue 2. On fait encore une égalité. On passe au tour 5. Au tour 4 de mon adversaire, donc il rentre une charge depuis la colline avec ses Horsemen, et c'est la seule charge qui tentera. Les autres Horsemen, il les cache de mes gardiens derrière la colline, ce qui est pas con. Il replace son char de façon à ne pas être dans mon arc de vue, mais à bien voir la colline pour au cas où si j'avance, pouvoir toujours me voir avec son char. Les barbares fuient, mais n'arrivent pas à se rallier, donc ils continuent à fuir, mais ils ne sortent pas encore de table, évidemment. Et donc voilà, on est sur ça en termes de... à la fin de son tour 4, à la fin de son mouvement du tour 4. J'ai oublié de dire le tour d'avant, comme vous voyez en haut à gauche, mes gardiens, je vais pas réussir à attraper son sorcier, il va pouvoir se balader, etc. Donc en fait, et puis je sais que je vais perdre la colline du bas, enfin il y a de très fortes chances que je le perde, et quoi qu'il arrive, moi il faut que je gagne ma colline. Donc bah...
mes 8 gardiens qui éventuellement ont fait jusqu'à maintenant à pas rater des charges, vont servir à aller prendre la colline que je suis censé prendre dans le King of the Hill. En magie, il va tenter le Hellfire enfin, il va réussir un Hellfire dans ma DS. Le but pour lui est de prendre la moitié des points. Non, donc c'est pas déconnant. Hein. Il me fait 11 touches, donc là, parce que je le laisse passer. Donc. Il fait 11 touches, je suis pas frais, mais il me fera que 3 morts entre les blessures et mes armures. Il dévisse un petit peu, moi je réussis bien mes armures, donc je suis plutôt content. Au tour 5, je charge les barbares pour les pousser, mais ils sortent pas. Il réussit, il fait une toute petite fuite, je rate ma charge, évidemment. Je monte sur la colline avec mes gardiens, j'aurais peut-être pas dû m'avancer autant sur cette colline en fait, j'aurais pu juste poser le pied pour avoir vraiment le plus grand arc de vue possible et menacer ses cavaliers, mais de toute façon vu qu'il a le dernier tour, il lui suffit de poser un sabot sur la colline et moi je perds, non, mais lui il gagne son objectif, donc compliqué. Je monte sur ma colline par contre, de l'autre côté, pour la prendre, et donc on se retrouve comme ça, à la fin de mon tour 5, à la fin du mouvement de mon tour 5, j'ai replacé mes grébards en haut là pour affronter sa BSB. Bon, et pour fiabiliser peut-être les charges sur... le fait de pousser les barbares. De toute façon, j'ai plus grand chose à faire parce que c'est trop tard, j'ai pu déjà utiliser la Relentless, on est à mon tour 5. Donc les All Guardians qui sont en haut à gauche ne vont pas bouger de leur colline pour que je nulle le scénar. Je vais tenter de le gagner en bas en empêchant ces Horsemen de venir, mais c'est, comme je vous l'ai dit, très compliqué vu qu'il joue en deuxième. En magie, j'arrive à mettre un -1 pour blesser sur la DS, question de calmer un petit peu le Hellfire. Et au corps à corps, il va tuer Landville. Donc là, il se rate pas, et puis moi je fais aucune avue, aucune armure, aucune avue. Et il se reforme vers la colline où sont mes All Guardians. À son tour 5, il lance la charge du char dans le flanc des All Guardians. Donc c'est pas déconnant évidemment, hein, étant donné qu'ils n'ont aucune protection supplémentaire. Normalement je devrais tenir, hein, il va pas me les tuer, mais je vais peut-être pas réussir à casser son char, et puis du coup ça lui permet déjà de mettre un sabot sur la colline. Alors moi je trouve que c'est un petit peu dangereux ce qu'il a fait, étant donné que il a l'assurance du tour 6 pour poser sa figurine, parce que là en fait si vous voyez, c'est que si je gagne contre le char, que je détruis le char, il fait un test de commandement sec sur ses horsemen, et si jamais il le rate, il sort de table. Et donc il perd l'objet. Voilà, ça c'était un petit peu osé quand même. Enfin disons qu'il a pris un risque qui n'était pas nécessaire, je pense. Il ne rallie pas ses barbares qui sortent de table, il passe un -1 en armure sur les gardiens, j'arrive pas à le dissiper sur les gardiens qui sont chargés par le char. Ça c'est un peu embêtant, parce qu'il va plus me rester beaucoup d'armure pour affronter les touches d'impact. Il me fait 7 touches d'impact, il me fait 3 blés, et il va réussir à me tuer un gardien. Donc je suis tenace, heureusement. Par contre, je fais pile commandement 10, quoi. Ma DS est trop loin, donc je peux pas avoir la relance. Je dois tester. Je teste, parce que moi je lui fais rien du tout. Je lui fais rien du tout. Mes gardiens dévisent complètement. Et du coup, heureusement, parce que là ça aurait pu être le gros drame. Je fuis, il me rattrape, 900 points dans l'escarcelle, boum, on ne parle plus. Heureusement ça se passe pas comme ça. Voilà, donc là vous voyez que il m'encadre bien, donc vous voyez qu'il va évidemment prendre le scénar sans souci. Donc par contre à la fin du combat, j'arrive à me reformer. Ah si, je lui ai fait un PV. C'est pas que je lui ai rien fait, je lui ai fait quand même un PV. Je me reforme pour être de face, c'était question d'avoir plein d'attaques, et puis on arrive au tour 6. Au tour 6, je ne fais pas magie, je tue le char, les barbares tiennent, et puis on arrive au tour 6 de mon adversaire, qui va venir mettre, qui a déjà ses sabots dessus de toute façon, moi je peux rien faire, qui va faire un peu de magie, mais rien de probant. En gros je vais dissiper tout ce qui vise la DS, il a qu'un seul blast, en fait il n'y a que le Hellfire qui m'embête, donc je tiens tous mes dés pour le dissiper. Et donc on s'arrête là. Pour cette partie qui a été sympa, parce que dès le début ça a été... on s'est rentré dedans, quoi. Enfin, moi je suis allé le chercher. Je trouvais étonnant qu'il se déploie aussi défensivement, mais donc j'ai poussé, hein, vu que j'avais le rôle d'attaquant, je l'ai pris complètement, à part mes All Guardians à gauche, peut-être que j'aurais dû faire une marche forcée, question de me rapprocher, et après pouvoir revenir dans les caques à droite et laisser ma petite unité aller chercher la colline. Et peut-être du coup j'aurais pu aller chasser plus tôt en fait ces unités qui prennent la colline, mais bon, voilà. Donc on fait le calcul des points, donc je suis largement en avance évidemment, parce que finalement j'ai perdu que Landville.
et donc ça finit par un 16-4 en termes de bâche. Comme je vous l'ai dit, on a chacun la colline qu'on devait prendre, donc c'est une égalité au niveau du... Enfin, c'est un nul au niveau de l'objectif. Donc je termine sur un 16-4 pour cette première partie, contre Branlibu, que je remercie, car on passé une première partie extrêmement agréable, et je suis bien content que tu ne sois pas venu en Kingdom of Aquitaine. Donc voilà, donc première ronde qui s'est bien passée, 16-4, pause déjeuner, où on mange très très bien d'ailleurs. Je remercie Tarty pour l'organisation, vraiment très agréable. On avait un buffet avec pas mal de choses. Et forcément, en ayant gagné 16, je me retrouve un petit peu dans le haut de tableau, et donc je vais affronter un joueur qui n'en est pas à sa première partie. Il s'agit de Kermit, qui est notamment le capitaine de la team Portugal à l'ETC, membre de l'WBT, qui est là en UD, Undying Dynasty. Il joue un Deathcult Yark, qui est le général Wizardmaster de la divination avec un Banning Scroll, un deuxième qui est adepte de l'évocation, qui est le Hierophant de l'armée. Pour rappel, le Hierophant donne 6 de régène. Et s'il tombe, on fait des tests pour toute l'armée, qui tombe en poussière du coup. Un tombe architecte dans son plus simple appareil, qui permet au début du tour d'allouer, je crois que c'est à 18 pouces, une régénération à 5+, sur une unité de construct. Les bases, il y a 6 chariots qui sont état-major complet, les jeunes charioteurs, ce qui leur permet d'être scoring avec la Flaming Standard, 21 skeletons, état-major complet avec la bannière de la Relentless Company, qui va permettre donc de faire du scoring rapide et qui est le chausson au sorcier puis au tombe architecte, un chausson au personnage du coup. 2x5 Skeleton Scout, donc ce sont les cavaliers squelettes qui sont scouts avant-garde avec des arcs. Ils sont pas notés là mais ils sont fournis de base. Les origes des chariots tirent aussi, donc 2 tirs par chariot. 6 tombes cataphractes, donc les grands serpents, état-major complet, Flaming Standard, 5 tombes cataphractes avec juste un musicien, 2 Battle Sphinx et un Dread Sphinx, donc le Dread Sphinx c'est celui qui vole, qui fait du D3 PV sur le gigantique, donc moi je m'en fiche. Par contre ces 3 bestioles ont une résilience de 8, ce qui fait que les gardiens les blessent sur 6, et le roi en charge les blessera sur 5, donc extrêmement compliqué de battre ces bestiaux qui sont très très endurants. Et pour l'avoir déjà testé plusieurs fois, le Dread Sphinx fait très mal aux gardiens avec sa force 7. Les Battle Sphinx ça va un peu mieux, mais bon, ça envoie pas mal d'attaques. Nous on fait rarement quelque chose dessus, à part spammer les 6, hein, donc là c'est vraiment... faut envoyer le plus d'attaques possible et essayer d'avoir des 6. La relance pour blesser, bien évidemment, extrêmement utile, de même que les N. Nous sommes en Marching Column, donc déterminé aléatoirement, on est sur Capture the Flag, et pour les N, alors le problème c'est que j'ai pas mal de choses à haïr en face, et je choisis le Dread Sphinx parce que je sais qu'il est très embêtant, et surtout, il va pouvoir venir m'embêter sur un flanc parce qu'il vole, il est plutôt rapide, donc il est un peu embêtant, et les 2 unités de serpent, donc le tombe cataphracte, parce que ce sont des unités qui ont un potentiel destructeur assez grand, et donc je veux si je tombe dessus, avoir plus de chances de les battre rapidement. Donc capture de flag, j'ai pas de flag facile, parce que les 15 grévards, je peux essayer de les planquer, je suis pas obligé d'aller chercher le scénario, le problème c'est que j'aurai du mal à le gagner. Quant à Marching Column, donc Marching Column, moi c'est un déploiement qui me plaît bien, dans le sens où si jamais mon adversaire veut tout poser pour commencer, il peut le faire qu'à partir de la 7ème pause, tout comme moi, mais moi j'ai tellement peu de pauses que de toute façon il n'y aura pas de surprise sur mon déploiement, et même s'ils me veulent le tour où il se déploie en entier, il a qu'un +2 pour remporter le premier tour, donc bon, je peux quand même faire quelque chose. En termes de magie, comme pour la première partie, je garde Gleaming, Résilience et Off sur mes 2 lanceurs de sorts. Kermit, lui, pour son évocation, son adepte, prend les Spectral Blade et Ascended Hour, donc forcément il va essayer de blesser plus facilement et tenir le coup fatal, et puis Ascended Hour ça permet de mettre des points de vie directement sur les personnages, donc prendre des points, casser ma magie. En élimination, No Die Enemy, donc une augmentation en agilité et en offensif. Scrying, qui est l'équivalent de Gleaming. The Stars Align, c'est la relance pour toucher avec Attaque Divine. Donc je rappelle quand même que l'Attaque Divine fonctionne évidemment contre le Shield Wall. Et le Nuring Strike, donc l'ancien bannissement qui fait 2d6 ou 2d6 mais maximisé de souche, qui blesse sur 4+, AP1 et qui ont Attaque Divine.
Je suis étonné qu'il n'y ait pas la double relance pour toucher, mais d'un autre côté, la relance pour blesser est un petit peu embêtante. Enfin bref. L'UD est très fort en magie, et, même si là, Kermit n'a pas le maximum de magie qu'on pourrait avoir avec deux masters, il est très très bien loti malgré tout. Je rappelle que l'attribut via les UD, quand il lance un sort sur une unité, il peut faire regagner des points de vie, et quand c'est le hiérophante qui lance des sorts, il peut choisir une autre unité pour regagner des points de vie, donc c'est assez fort, et notamment sur les serpents qui peuvent remonter correctement si la phase de magie de l'UD est bonne. Donc la table est comme ça, j'ai eu le choix du côté. Bon, de toute façon, moi je comptais faire un carré, donc peu importe de quel côté je me place, je pense pas que j'aurais pu faire mieux, ça aurait été mieux de l'autre côté, parce qu'il aurait pas été gêné outre mesure. Si, peut-être que j'aurais pu me mettre de l'autre côté et me mettre en haut à gauche, du coup, pour que l'infran le gêne lors de son déplacement, et encore. Même si ça va pas servir, j'utilise la mining sur le lac. On déploie chacun une unité, on fait ça 3 fois, donc moi je me mets directement pour faire un flanc refusé, et dès que Kermit arrive à sa 7ème pause, enfin à sa 4ème pause, à la 7ème pause totale, il pose tout, dans l'idée de commencer, donc il aura un +2. Alors on a de gauche à droite les chariots, l'unité de 5 serpents, un Battle Sphinx, les 6 serpents, le Dread Sphinx, le Battle Sphinx. Derrière ces deux derniers constructeurs, il a l'unité de Skeleton avec tous les personnages. Et là vous voyez sur la photo, donc elle est sur la droite, sur ma droite, il y a 2 x 5 cavaliers, dont une unité qui a déjà fait l'avant-garde. Là vous voyez les différentes figurines un peu plus près, l'armée de Kermit est vraiment jolie, très très jolie. Très belle peinture, les socles aussi sont top, donc vraiment une belle conversion pour le Dread Sphinx. Donc vraiment une très belle armée. Et on était sur une table encore une fois très agréable, donc toujours sympa de faire ce genre de partie. Je fais mon avant-garde pour monter sur la colline. Alors, je suis sur la colline pourquoi ? Pour faire la police. En plus j'aurai des charges relançables le cas échéant. Est-ce que c'était intéressant d'aller sur la colline aussi loin ? Parce qu'un pas sur la colline n'aurait pas suffi. Je pense que si. Et donc, on passe au tour 1 de Kermit, qui donc va gagner le toss avec son +2. Voilà, donc les serpents avancent, le serpent qui est à l'arrière, là, c'est juste qu'il n'était pas encore dans son régiment, mais parce que c'est pas facile à tenir, mais en fait il est devant, hein, c'est un front de 3. Les chariots avancent, tout le monde avance en fait. Le Dread Sphinx se met de côté de façon à pouvoir, si jamais je tente une charge, me choper de flanc, et puis ça lui permet de voir pas mal de choses. Il est encore loin de mes gardiens, donc pas de soucis. Là, les cavaliers se replacent pour éviter de charger bêtement. Voilà, donc là, vous voyez, le serpent a rejoint ses copains. En magie, je dissipe Ascend of Hour, et puis après, il passe, en utilisant tous mes dés, il passe de sort, un de la divination et un de l'évocation, question de profiter des attributs. À mon tour 1, vous voyez que je bouge pas beaucoup. Je recule un peu parce que je me suis un petit peu trop avancé quand même sur ma colline. Je bouge un petit peu les gardiens pour commencer à avancer, essayer de faire une ligne en fait, pour empêcher lui d'avancer. Sur mon flanc gauche, ça va être compliqué parce qu'il y a des serpents plus des chars, mais il est loin encore, donc pour l'instant je ne lui offre pas de charge. Je me place de façon à être hors de portée de charge ou sur un 12. Si jamais il le rate, il est tout de suite à portée de ma déesse, voire de mes gardiens, donc c'est compliqué. Et je fais venir les petits barbes grises là derrière le pack de gardiens. L'idée c'est que je veux pas que le Sphinx, le Dread Sphinx, donc le volant, puisse venir se mettre dans l'arrière de mes lignes, prendre la lande ville, prendre la petite unité, gagner le flag assez rapidement. À son tour 2, donc oui, en magie je ne fais rien, il dissipe mes sorts sans souci. À son tour 2, il refait sa ligne, il avance sa ligne de bataille, il avance hors de portée de charge de ma déesse. Étant donné que j'ai reculé, il avance un petit peu. Il remet son Dread Sphinx en place, les chars avancent, il se place mais il prend pas de risque. Bon, les photos sont un peu floues, c'est un peu dommage parce que l'armée est vraiment très très jolie. En magie, il fait Honoring Strike dans ma déesse, il va me faire un mort, pour un fiasco qui ne fera rien. Je dissipe la Ascend of Hour, il rate l'Espetrai Blade, et il me fait un point de vie au tir dans les gardiens de droite. Ce sont les cavaliers qui arrivent à balancer une petite flèche qui blesse et qui passe mon armure. À mon tour 2, vous voyez que j'ai pas vraiment bougé, là j'ai redessiné ma ligne. Je recule pas trop pour rester menaçant, mais pas lui offrir de charge facile. Et j'arrive à passer en magie une relance pour blesser sur ma déesse. Il se passe pas grand chose au début de cette partie parce qu'on se regarde. Le premier qui tente une charge, les charges sont lointaines voire impossibles. Donc le premier qui avance va se prendre la foudre par l'autre. Donc par contre il a de quoi pousser, ce que moi je n'ai pas, parce que pour pousser il faut que je m'avance. J'ai des distances de charge beaucoup plus petites que lui.
Donc pour l'instant je fais la police, heureusement on est sur flag, donc je peux espérer nuer le scénar si jamais on continue à se regarder comme ça. À son tour 3, il vient placer ses squelettes cavaliers en ligne pour me rediriger mes 2 unités. C'est le problème de travailler en bulle, c'est de pouvoir être redirigé par une seule unité. Il vient placer son sphinx de guerre en face et le Dread Sphinx sur le côté. Le reste de l'armée avance doucement, pareil, elle reste à distance de la déesse. Parce que pour me rediriger, forcément il s'est mis un pouce de moi. Donc l'idée c'est qu'en fait si je le charge, je me retrouve sur son flanc, face vraiment à son squelette. Donc je vais en me reformant, c'est comme si j'avançais de 2-3 pouces. Donc les distances de charge deviennent pour moi compliquées, mais pour lui un peu moins. Après, il n'a pas franchement envie de charger ma déesse, surtout s'il se rate un petit peu, il peut pas mettre tout le monde au contact, donc c'est un pari qu'il prend, c'est un piège qui me tend, malheureusement je tombe un peu dedans dans le sens où j'ose pas trop réagir à cette agression comme vous allez le voir. Et les chariots, eux, continuent à avancer, toujours en se mettant hors de portée de charge, parce que j'ai quand même un bel angle de vue. Là vous voyez par exemple si les gardiens s'attaquent au squelette. Certes, ils vont prendre les 2 sphinx dans la tronche, mais par contre, ça libère la déesse qui pourrait attraper n'importe quoi, donc il reste bien à distance. Là, il y a un petit fail dans mon déploiement, et donc il va appuyer sur mon flanc droit, qui est le plus faible selon la configuration qu'on a dessinée. Il va rater Aston of Hour sur mon... Donc il vise en permanence mon Running Smith. Il va le rater grâce à l'ARM qui est apporté. Donc je rappelle que les nains augmentent de 1 la valeur des sorts et que le Running Smith apporte une RM de 1, donc je lui donne un -1 pour incanter son sort. C'est son adepte qui lance, donc il n'a pas de bonus. Donc en gros, quand il lance les dés, il doit faire +1 par rapport à d'habitude, et il aura -1 sur son score, quasi un -2, et je dissipe le Daring Strike. Je décide de ne pas charger, pour ne pas tomber dans le piège, je slide avec la DS, d'où la présence de la boîte, c'est ma boîte de dés sur les photos, c'est pas très joli, mais bon. Je reforme comme je peux mes gardiens avec l'unité derrière. Alors voilà, je passe l'unité comme ça pour éviter que le Dread Sphinx me fonce dessus en volant, mais du coup, je me gêne, j'ai pas vraiment beaucoup de latitude parce qu'il y a les squelettes qui sont à un pouce de moi, donc je peux pas vraiment me bouger comme je voudrais. Donc là, j'ai placé la Landeville de façon à ce que le Dread Sphinx ne puisse pas normalement la charger. Je crois qu'il est trop loin, ou si jamais, enfin, parce qu'il pourrait se placer. Donc, ouais, je pense qu'il était trop loin encore. En magie, j'arrive à faire une relance pour blesser sur les gardiens et -1 pour être blessé sur les gardiens également. À son tour 4, donc il se place de façon à me rediriger encore une fois. Donc il prend pas mal de temps. On a le temps, hein, largement, pour se placer, parce que la redirection est extrêmement importante. Si jamais il se foire sur la redirection, moi je peux aller lui faire très très mal. Donc, d'autant que là, il n'est pas venu au corps à corps évidemment, parce que j'ai une relance pour... j'ai un -1 pour être blessé, une relance pour blesser, et en plus je relance pour toucher le Dread Sphinx, donc là c'est pas le moment pour lui de venir. Il continue à avancer tout doucement, tout en restant à portée, parce qu'il sait bien que si jamais les squelettes cavaliers se font détruire, il risque gros derrière. En magie, je dissipe la Stand of Hour, il rate le Daring Strike, donc rien encore de très intéressant sur ce tour. À mon tour 4, donc il utilise son Banning Scroll sur un reroll blessé, celui de Landeville. Moi je vais réussir à passer une résilience sur les gardiens de droite. Le reste, j'arriverai pas, enfin il dissipera le reste de ça. Arrive le tour 5, et là, c'est l'heure des charges, donc il charge avec le Battle Sphinx et le Dread Sphinx dans les gardiens. L'idée c'est que le Battle Sphinx, vu qu'il engage 3 de méga, il peut mettre le Dread Sphinx sur le côté, comme vous le voyez, ce qui lui permettra de subir le moins d'attaques possible, étant donné que c'est celui qui craint le plus, vu que j'ai une relance pour toucher. Puis il coûte plus cher, et il peut faire beaucoup plus de dégâts dans les gardiens, donc il faut qu'il le garde le plus longtemps possible. Il continue à me chaffer, vous voyez qu'il pousse, donc il a amené le 2e sphinx, en mettant une patte sur la colline pour pouvoir tout voir. Là l'idée c'est de pouvoir envoyer le sphinx dans le corps à corps des gardiens, si jamais il y en a besoin, tant s'assurant que la Testar ne pourra pas venir, puisque si jamais je charge les squelettes, je suis obligé d'aller tout droit, et donc si je fais une irée, je finis dans les squelettes derrière. Si je fais pas d'irée, ces squelettes-là seront prêts pour venir me chaffer le tour d'après. Donc dans tous les cas, puis bon, on est à son tour 5, donc il reste plus beaucoup de tours pour faire quoi que ce soit d'intéressant en ce qui me concerne.
Le reste de son armée, bah, il y a les serpents aussi qui sont un petit peu avancés, le reste, là, les serpents par 5 et les chariots n'avancent plus vraiment. L'idée, c'est de rester, au cas où je sortirais mes gardiens à gauche, il pourra toujours faire des contre-charges, mais sinon, il va pas prendre de risque de perdre des figurines sur une charge un peu lointaine, un peu chanceuse de ma part. Il arrive à passer Crying sur le Sphinx de guerre, donc ça c'est un peu embêtant parce que du coup j'ai -1 pour le toucher, c'est la carte que vous voyez derrière le Sphinx. Je dissipe la relance pour toucher, et il arrive à passer le Spectral Blade sur le Sphinx. Donc le Sphinx, il a 2 sorts, j'ai des malus pour le toucher, il a la relance pour me blesser, donc ça va faire assez mal. Et en plus, ils sont en charge tous, donc les 8 gars qui sont dessus ont force 5, enfin, j'ai un -1 pour être blessé, mais il est vital ce sort. Le Sphinx, encore va me faire 4 PV, tout compris hein, avec les mecs au-dessus et tout. Le Dread Sphinx va me faire 2 points de vie, mes gardiens ne vont rien faire, 0 PV. Je fais pas mal de touches, mais je fais 0 blessure, pas un seul 6. C'est embêtant parce que du coup, bah, je perds de 6, sa charge est annulée par ma bannière, j'ai plus de rang. Là, il y a encore tout le monde, mais à la fin du combat, j'ai plus de rang. Et du coup, il gagne de 6, je fais un test de commandement A4 relançable, et je le réussis. Je sors le 3, le 2 et le 1. Donc là je souffle, ça fait du bien, c'est mal payé pour Kermit, mais au moins mes gars. Je crois que j'ai réussi à le blesser, mais vu qu'il a la régénération de son tombe architecte sur le Sphinx, il a réussi sa régène, il me semble. Mon tour 5. Alors mon tour 5, ben, je peux pas faire grand chose, cependant, je me reforme avec ma Death Star sur la colline, en plaçant mon roi tout à droite. L'idée, c'est de pouvoir peut-être choper 1 ou 2 monstres tout en étant hors de portée, enfin hors de charge du reste, parce qu'en fait, je profite de sa propre direction pour rediriger mon adversaire finalement. Ça nous redirige tous les deux, quoi. Donc ça me gêne plus moi, mais au moins on se redirige mutuellement, on va dire, via ces fameux squelettes. Vous voyez là, mes gardiens en bas à gauche, ils servent pas à grand chose. Hein. Le problème c'est que alors, est-ce que j'aurais pu me reformer et aller suppléer la petite unité de 15 Greybards, peut-être? Parce que là, on est tour 5, peut-être qu'il aurait tenté une charge à son tour 6 avec les chars, et encore, non, il est trop loin. Ouais, peut-être que j'aurais dû faire ça. En magie, je mets un -1 pour être touché et -1 pour être blessé sur les gardiens. J'arrive à faire un PV dans le Sphinx de guerre. Les Sphinx ne font plus grand chose du coup, -1 pour toucher, -1 pour blesser, ça commence à être compliqué. J'ai perdu un, mais je tiens. Et on arrive au tour 6, au dernier tour de Kermit, qui envoie toute la sauce. Voilà. Donc là, il envoie les cataphracts, le deuxième Sphinx de guerre, qui arrive donc sur mon flanc. Alors bon, les photos sont pas géniales, et il faut voir que la DS, elle est pas totalement ici, elle est un petit peu plus sur ma gauche. C'est juste que c'était un peu compliqué de la faire tenir, mais le Sphinx passe. Si vous posez la question, le Sphinx passe, tranquille. Je suis toujours en -1 pour être touché, -1 pour être blessé, mais là je vais quand même prendre cher. Hein. J'ai quand même 2 Battle Sphinx, 1 Dread Sphinx et 6 cataphracts, même s'ils peuvent pas tous taper, qui viennent de me charger, donc autant dire que j'ai intérêt à faire de la résolution si je veux pas tester à -1000, quoi. Bon, il a rapatrié ses cavaliers, parce que bon, il en a plus besoin, du coup, puis voilà, donc on est comme ça. En magie, il arrive à passer le Scrying, donc le hard target distracting sur le Sphinx de flanc. Je tue au corps à corps, je tue un serpent, je perds 2 gardiens, je fais rien dans les Sphinx. Et donc je suis un 5 relance, puisque je fais partie de ma BSB, et je vais le rater cette fois. Je vais le rater, il fuit tout droit, bref, il fuit vers mon bord de table du coup. Et je suis rattrapé, donc détruit. Et donc les 2 Sphinx qui sont les 2 Sphinx qui m'ont chargé en premier percutent mes Greybards, les cataphracts et l'autre Sphinx se sont réfrénés pour ne pas poursuivre, et il va reformer son Sphinx de façon à me gêner. Donc là vous voyez une petite photo du reste de son armée. L'impact des 2 monstres et le Sphinx qui me redirige. Mon tour 6, j'ai plus de photos, j'ai pas pris de photos. En gros, là j'ai qu'une seule chose à faire. Sur la photo c'est pas très probant, mais en fait elle est faisable. Je pourrais charger avec la DS et tenter une irée dans les cataphracts, sauf qu'on est à mon tour 6, donc ça servira à rien. L'idée c'est qu'il faut que je rejoigne le combat avec les Sphinx. Donc pour ça, je ne peux faire qu'une seule chose, c'est lancer le roi tout seul, pour qu'il clique le Sphinx face à lui
tout à sa droite, de façon à partir en irré. Là, ça, on voit pas trop sur la photo, mais en fait, vu la largeur de mon socle, tout droit, en fait, j'impacte l'arrière du socle sur le flanc, hein, mais l'arrière du socle du deuxième socle. Encore faut-il que je réussisse ma charge avait réussi, mais il faut que je tue le sphinx en un coup, et il faut que je fasse une irrée suffisante pour atteindre le deuxième battle sphinx, ce qui permettra au roi de refrapper, puisqu'on activera à ce moment-là le corps à corps des 15 grébards. Donc c'est ce que je fais. Donc je lance ma charge dans le sphinx en face de moi, et c'est le seul truc qui est intéressant à faire en table de mouvement. J'arrive à placer une résilience, donc moins un point de blessé sur les Greybards, en espérant que ça suffira à tenir. Le roi, au corps à corps, fait 3 points de vie au sphinx. Le sphinx, lui, ne lui fait rien. Donc je le tue à la résolution. Pas évident, hein. Je fais que 3 points de vie, parce que je crois que je passe 3 attaques. Je suis tout nu, hein, par contre, avec le roi. Hein. Camille a dissipé les sorts que j'ai pu lancer sur mon roi pour pas que j'ai de reroll, en fait. Donc, vu que je le hais pas, je ne relance pas pour toucher. Et j'ai pas réussi à avoir la relance pour blesser. Donc, je suis vraiment tout nu. Je crois que je fais 3 touches de blé, et puis réussi. Non, je fais, non, ça, voilà. Je fais 2 touches, une blé, et je lui fais 3 PV au multiple. En fait, avec la charge, et lui, vu qu'il me fait rien, il perd son dernier PV. Parce qu'il est encore sur Scrying, ce sphinx, hein, donc j'ai moins 1 pour le toucher, ce qui est pas évident, sachant que de base, je le touche à 3. Donc j'arrive à faire mon iré, je tombe sur le sphinx, je lui fais 4 PV, et du coup, je le tue. Ouais, donc je le tue, je fais mon iré, ma deuxième irée, et j'arrive dans le flanc du Dread Sphinx, cependant. Et donc le Dread Sphinx, lui, bon, il me fait pas grand chose dans les Greybards, il fait son truc, moi les Greybards, je fais pas grand chose non plus, je gagne le combat. Et en fait, en calculant tout, en fait, je tue le Dread Sphinx. Sauf que, juste après, j'ai recalculé, grâce à Damien, parce que Damien, on en discute après, et puis bon bah, ouais, la partie était terminée, mais je suis fair play. Après, c'est vrai que dans l'absolu, on avait déjà donné le résultat, bon, je suis pas à un point près. L'idée, c'est que le Dread Sphinx ne meurt pas. Pourquoi? Parce que le roi, là, on avait compté pourquoi il meurt. Je vais faire dans l'ordre. Pourquoi il meurt? Parce qu'il y a une charge, et il y a un flanc, lui du roi. Sauf que non, parce qu'en fait, certes, je me retrouve de flanc sur le Dread Sphinx, mais après le calcul du résultat de combat. Donc après la résolution. Donc je vais prendre même pas la moitié des points de vie du Sphinx du coup. Si je prends, non, je prends pas la moitié des points de vie du Sphinx. Et donc on s'arrête là. Vous voyez, partie extrêmement rapide. Hein. Il s'est rien passé finalement parce que moi je l'ai attendu. Il a vu une petite ouverture, il y est allé et ça a tenu. Pas aussi bien que ce que je voulais, mais vous voyez qu'il a quand même envoyé ses 3 Sphinx et son unité de serpent. Donc c'était pas rien. C'était vraiment pas rien ce qui m'arrivait dans la tête. Et j'arrive quand même à tenir malgré tout. Je perds les 900 points de gardien, mais vu que je prends les 2 Sphinx, et ben en fait, on fait un 10-10 en résultat de combat. Mais vu que j'ai perdu une unité de gardien, et qu'on est sur flag, je perds le scénario. Et donc, je perds 7-13 contre Kermit. Bon, c'était une partie intéressante dans le sens où il fallait bien se placer, il fallait bien choisir ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Je sais pas si j'aurais peut-être pas dû être hyper agressif et foncer dans le tas, mais si jamais je tenais pas, si jamais il arrivait à faire une bonne phase de dissipation sur ma magie, et après il me retourne, quoi, c'est compliqué l'UD, hein, ça fuit pas, donc je pense que je l'ai joué comme il fallait la jouer, pour sécuriser. Je suis très content d'avoir fait un 7-13. Évidemment, j'aurais bien voulu que les gardiens tiennent. Le 4 de discipline était inespéré, je pouvais pas leur redemander de faire 5 derrière. Par contre, s'ils avaient tenu grâce à ce 5, là ça aurait été compliqué pour Kermit. Parce que je pense que j'aurais pu mieux me placer après, récupérer des points, enfin bon, il y avait moyen de peut-être perdre 8 ou 9. Bon, j'ai perdu 7-13, je suis quand même très très content. Et donc du coup, je me retrouve à 23 points. Donc en fait, je suis la moyenne, hein, mais je vais pas avoir je serai pas dans les hautes de classement pour la troisième ronde. Troisième ronde, dernière ronde du samedi, un petit peu fatigué. Donc je me retrouve contre Nefer, qui joue Vampire Count. Bon, Vampire Count, normalement, je suis plutôt pas trop mal dessus, parce que c'est un match un peu dur, faut faire attention à ce qu'on fait, mais normalement, je lui fais bien mal au corps à corps, il aura pas trop de menaces au tir, la magie, bon, c'est à gérer, mais faut savoir quoi dissiper. On est sur Refusé de flanc, donc une bonne vieille diagonale qui va bien, donc moi ça m'arrange la diago, ça me permet de pousser, et on est sur Hold the Ground. Au niveau des N, je choisis les spawns, les ghouls par 29 et les braces. En magie, je reste avec Gleaming Resilience et Off, parce que
Pareil, je veux assurer que quand je lui tombe dessus, j'arrive à blesser et à pas me faire avoir avec des enducates ou ne serait-ce que le sort du chamanisme qui permet d'avoir plusieurs mendus. Justement, donc le sorcier du chamanisme, il a Awaken the Beast et Savage Fury, et le Wizard Master de l'évocation, il a les Spectral Blade, Whispers of the Veil, Ascender Hour et Ancestral Aid. Donc sa liste, c'est un Vampire Count qui est général, en général donc Buried Weapon, Touch of the Greatness, Potion of Sweetness, Hypnotic Pendant, donc ce qui donne à son unité en fait la parade même s'ils n'ont pas de bouclier. Il est Wizard Adept, vu que c'est un Ghoul Lord, c'est le pass of Shamanisme, il n'a pas le choix. Et donc, oui, donc c'est un Strigoi, et puis il a The Dead Rise, donc le pouvoir du général Vampire Count qui permet de créer une unité de zombies. Il est accompagné d'un Necromancer qui est Wizard Master de l'évocation tout nu. En base, il a 29 ghouls avec le champion, 20 ghouls avec le champion. Je rappelle que les champions ghouls fonctionnent également comme des musiciens. 22 zombies musiciens, 20 zombies musiciens, 2 Bat Swarm, 2 Great Bat, un Dark Coach avec le châssis étendu. Donc pour rappel, le Dark Coach permet de faire les tests de marche forcée aux unités autour de lui, ce qui permet de splitter l'armée quand vous jouez CV. Div Race, donc ce sont les spectres, ils sont éthérés, donc c'est très fort parce qu'ils ont une grosse aegis mais qui descend à 5+, parce que contre les attaques magiques, et les attaques magiques j'en ai plein, je rappelle que les All Guardians tapent en Magical Attack. 2 Vargulf, donc 2 Varkolak, pour utiliser les termes du 9e âge. Donc c'est les 2 bestioles qui volent pas, mais qui sont rapides, qui ont avant-garde, ça régène, enfin bon. C'est un peu emmerdant ce genre de bestioles, et puis en plus sur diagonale, ils ont plus de latitude pour aller se balader. Et 8 Vampire Spawn avec le champion, donc les anciens Vargeist. Donc ça par contre ça envoie des chiers d'attaque avec Battle Focus, mais ça a aucune défense. Le problème c'est que moi j'ai pas d'arme de tir, j'ai pas de dégâts à distance, donc tout va se faire au corps à corps. Il choisit le côté, je me déploie en premier, donc très simple. Donc là vous voyez sur la photo, au centre là le cercle en fait c'est des zones War Machine, mais ce qui est bien c'est que ça fait 6 pouces de rayon. Donc en fait vous le posez au centre, vous pouvez l'utiliser aussi pour Secure Target, et dès que vous êtes dans le cercle, bah, c'est que vous avez l'objectif. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça évite d'avoir un pion qui bouge avec le centre et puis qui est toujours mesuré si on est bien à 6 pouces. Donc oui, ça c'est pas mal. Donc, le choix du côté, moi je me suis posé en ligne assez agressif, la Death Star au milieu, les 2 unités de gardiens de chaque côté, Landville juste derrière, la petite unité de Grébard juste derrière. De son côté, alors, on va dire de gauche à droite, oui. Vous voyez qu'il y a un Varkolak, une unité de zombies dans laquelle il y aura le magicien, la petite unité de ghoul, avec un pied sur la colline, la grosse unité de ghoul où il y a le vampire, les chauves-souris vampires, derrière lui une autre unité de zombies, les nuées de chauves-souris, plus haut sur la ligne, prêt à en découdre, les 8 Vampire Spawn, le chariot qui est de biais, les Div Race et le Varkolak numéro 2. Voilà. Donc là c'est mon déploiement hanté, donc c'est thématique avec les CV. Première avant-garde du Varkolak qui vient vers la forêt, deuxième Varkolak qui vient de ce côté de l'infran, donc vous voyez il a vraiment l'intention claire et nette de contourner, certainement pour aller attraper notamment Landville. Donc tour 1, je tente une charge dans les spawns, il faut que je fasse 12. Bon, c'est tous les deux déployés sur notre ligne, et donc on est séparés par 18 pouces, j'ai 6 de mouvement grâce à la bannière. Je me dis que si j'avance que de 6, c'est pas très grave, parce que de toute façon je vais avancer pour me placer dans le cercle. Puis si j'y arrive, bah, je peux lui tomber sur les spawns tout de suite dès le tour 1, sans qu'il ait de magie pour l'aider, sans qu'il ait d'aide, et peut-être faire un gros trou dans les spawns, voire les battre, enfin bon, voilà. C'est une charge qui se tente, je fais 11 pour 12, un peu dommage, mais c'est pas très grave, du coup j'avance de 6. Ce qui me fait pas trop perdre de temps sur le plan de bataille initial, à savoir avancer jusqu'au terrain, là comme vous voyez. Je me tourne plus sur la gauche avec l'autre unité de gardiens, parce qu'il y a le Varkolak qui va arriver. En termes de magie, sur les gardiens de droite, je passe la résilience, et sur les gardiens de gauche, je passe une gleaming.
Donc en plus j'ai mes unités qui sont protégées, donc c'est plutôt... À son tour 1, il utilise des rip-ups sur ces 2 unités zombies, je laisse faire parce qu'il s'est déployé extrêmement en retrait. En fait, j'ai bien l'impression qu'il va pas jouer le scénar du tout, que si j'avance pas trop, il avancera pas, et qu'il va utiliser plutôt son flanc droit, enfin son flanc gauche du coup, les 8 spawns, Lady Rice et le Dark Coach, plus les 2 Varkolak, pour essayer de me prendre des points, et puis contrer le fait que je prenne le centre. Je dissipe le Aston of Hour, ainsi que le Dead Rise. Comme je dis, je déteste quand il crée des unités de zombies, donc voilà. Donc là vous voyez sur la photo, les spawns en fait sont une seule unité, en 4 sur 2, hein. C'est juste que les figurines ont du mal à tenir en unité, donc c'est les 4 qui sont devant qui font foi. Et donc il a amené son Varkolak sur la colline en vue de mes Crébardes. Il a avancé à fond avec les spawns et il me regarde pas parce qu'il a failli rater un test de frénésie au tour 1. Bien sûr il avait pas envie de charger mes gardiens, c'était pas avec un -1 pour être blessé. Donc voilà, pour éviter de devoir refaire un test, il se met comme ça. Après il s'empêche des charges, donc bon. Et donc là voilà, donc son armée reste vraiment bien paqué, il s'avance un tout petit peu sur la colline. Donc voilà où on est à la fin du tour 1 de mon adversaire, avec le deuxième Varkolak qui continue à s'approcher de Landville. À mon tour 2. Mon tour 2, je tente une nouvelle charge avec mes gardiens, qui ne voient pas les spawns, bien évidemment, et je la tente sur le Dark Coach, et je la réussis. C'est une charge lointaine, il faut que je fasse 10, je crois. Et je réussis, je tape mon 11 ou mon 12, je sais plus. Donc j'arrive dans le Dark Coach. Alors au niveau déplacement, la Destar elle reste où elle est, parce qu'elle est très bien. Les gardiens de gauche, étant donné que les ghouls sont très loin, que je risque rien à me retourner, je me retourne pour couvrir la Landville, c'est-à-dire que s'il se rapproche avec le Varkolak, il se prendra les gardiens dans la trompe. Et la petite unité de 15, elle va aller titiller le Varkolak de la colline, parce que je rappelle que ces bestioles ne volent pas. Sur le coup, j'ai eu un doute, puis en fait non, ça vole pas. Et donc ils vont se rapprocher de façon à l'empêcher d'aller sur Landville. En magie, j'arrive à passer une relance pour blesser sur l'unité de gardien qui est contre le Dark Coach, ainsi qu'un -1 pour être touché. Le -1 pour être blessé est dissipé, et quand on arrive au corps à corps, je tue le Dark Coach. C'est pas évident parce qu'il a une capuce d'Aegis, mais je lui fais suffisamment de points de vie, plus la charge, le rang, la bannière. Lui, il me fait rien, je crois qu'il me fait... Non, il me fait rien. Parce que je lui fais quand même 8 blessures dans le Dark Coach, il réussit 3 armures, il réussit 3 invus, donc je lui fais plus que 2 PV, c'est pas génial. Par contre, lui, il me fait absolument rien. Donc je gagne de 5 et il explose. Mais quand on voit tout ce que je lui ai envoyé, sachant que je relançais pour blesser, et bah c'est pas évident. Heureusement que j'avais le -1 pour être touché d'ailleurs, parce que sinon je pense qu'il aurait pu me faire mal. Donc je me reforme dans le dos des Brace et des spawns. Tour 2 de mon adversaire. Bah, je mets la pression, donc forcément il y répond par la violence, il n'y a pas trop le choix. Hein. Donc il envoie le Varkolak dans les 15 Crébardes. Bon bah là on va voir ce que ça donne, parce que honnêtement, moi j'y suis allé pour éviter qu'ils prennent Landville trop rapidement, mais je suis sûr de rien. Dans mon précédente partie contre des CV, ils ont réussi à se débarrasser d'un Varkolak tout seul. Là on verra bien. En mouvement, alors ça c'est un truc que j'ai absolument pas prévu, et ça là je paye mes connaissances du livre d'armes et CV. Ce sont les sweeping attacks des spectres. Non seulement il se place sur mon flanc, donc je pourrais même pas le charger, mais en plus il me balance 10 touches automatiques, force 5 AP2. Donc il baisse sur 4, et il me fait 5 PV. Et si je me prends 5 PV par tour sans pouvoir faire quoi que ce soit, l'unité va fondre comme neige au soleil. Donc c'est très compliqué, je me suis fait surprendre, et du coup là... c'est dur, et encore j'ai de la chance dans le sens où c'est plus ou moins les stats. L'idée c'est que pas me permettre de prendre autant de baffes en fait. Donc non, c'est très compliqué. D'ailleurs je vous dis que c'est AP2, mais non en fait c'est juste que voilà, je me prends 10 touches et ça blesse sur 4+. Bon il avance un petit peu avec les ghouls sur la colline, mais bon. Il fait du surplace. Hein. De toute façon, son plan de base, c'est de ne pas chercher à prendre le scénario, donc autant qu'il continue sur son plan. Il avance quand même les grès de batte au cas où. Ça peut servir pour faire un chaff au dernier moment, peut-être pour
pour me pousser à faire la faute. Bon là je les vois pas, donc je ne risque pas de charger, mais de toute façon hors de question que je charge ça. Les spawns ont avancé, se sont retournés pour regarder les gardiens. Le Varcolac va tuer 3 Greybards, et je vais lui faire 1 PV, et je tiens. Je suis tenace, hein. Et puis je suis à portée de ma GB et de mon roi, donc tout va bien. Donc il a retourné ses spawns pour voir un petit peu mes gardiens et jeter un œil sur la colline. En magie, je disciple Astana Flower et il rate son plus un endu à cause du bonus des nains sur son unité principale de Ghoul. Au corps à corps, le Varcolac va me tuer 3 barbes grises et je vais lui arracher 1 PV, mais bon, je suis à portée de général, je suis tenace, pour l'instant tout va bien, ça tient. Mon tour 3, je prends une mauvaise décision, c'est-à-dire que je charge les spawns, mais je suis loin en fait. Et je la rate, et en plus je la rate bien, et du coup j'avance très peu, donc je vais encore me prendre des sweeping attack. En fait ce que j'aurais dû faire, c'était partir en marche forcée vers les spawns, pour que les spectres ne puissent... déjà ils m'auraient plus vu, donc ils n'auraient pas pu lancer de charge, et puis ils auraient été trop loin, puisque je rappelle que sans le Dark Coach ils peuvent pas faire de marche forcée, hein, leur général est beaucoup trop loin. Et donc du coup ils auraient fait que 6 pouces et non pas assez pour pouvoir me passer dessus et faire les sweeping attack. Là j'ai été trop gourmand, je me suis dit je vais encore réussir une grande charge et je vais rentrer dans les spawns, mais là c'est pas le cas. Je maintiens le centre, j'ai déjà un point à la fin du tour 2, j'ai eu un point. Hop. Donc là vous voyez, c'était à son tour 2, j'ai oublié de préciser que le deuxième Varcolac en fait il l'a placé de façon à ce que il est collé à mon bord de table. Il voit Landville qu'il veut absolument prendre, mais vous voyez qu'il y a les gardiens qui veillent. Et donc au tour 3, je crois que... En fait le problème c'est que la charge est un peu lointaine. Je crois qu'elle n'est même pas faisable. Et de combien même, il faudrait un gros score si elle est faisable. Si je rate, il risque de pouvoir aller prendre Landville sans que je puisse le contrecharger derrière. Donc voilà, c'est un peu cher, hein, parce que finalement... J'utilise toute une unité de gardien pour garder une Landville, certes, mais potentiellement tuer un Varcolac alors que je pourrais aller agresser vers les spawns. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu me proposer mon flanc parce que je pense pas qu'il serait rentré avec le Varcolac dedans. Donc, ouais, il y avait autre chose à faire là-dessus. En magie, j'arrive à passer la gleaming, donc le -1 poids de toucher, et la relance pour blesser sur les Greybards qui sont contre le Varcolac. Donc du coup, quand on arrive au corps à corps, eh bien, il me fait rien du tout. C'est un gros coup de bol. Je arrive à lui faire une blessure, et donc avec les bonus et le fait qu'il était déjà blessé, le bestiau meurt. Donc je peux me reformer pour protéger mon Landville. Au tour 3 de mon adversaire, alors les photos sont encore un peu floues. Au tour 3 de mon adversaire, donc bah, je me reprends des sweeping attack, et cette fois il place ses spectres bien dans mon dos. Et donc je perds un gardien. Un gardien meurt, là cette fois il fait que 3, enfin que, c'est bien, mais il fait que 3 blessures. En magie, je disciple Asana Flower, et il arrive à passer son plus 1 en endurance sur les ghouls, mais bon, tout avec les ghouls sont du combat, c'est pas bien grave. Donc il a rebougé un peu toute son armée, mais il m'agresse sans m'agresser en fait. Hein. Et par contre il fait cavaler son autre Varcolac pour être face aux Greybards par 15 qui sont plus par 15 et mais par une petite unité de Greybards. Mon tour 4. Alors, cette fois j'en ai marre des sweeping attack, donc je réussis mon test de marche forcée, je tape mes 12 pouces, je me fous devant les spawns. L'unité de... On est au tour 5, enfin on est au tour 4 et on sait qu'au tour 4 on fera que 5 tours. Pas parce qu'on n'a pas le temps, mais parce que je sens que mon adversaire a pas trop envie de finir, donc il me propose de faire que 5 tours. J'essaye de calculer vite fait, je me dis que oui, à la rigueur, c'est un tour de plus, ça ne servira à rien, parce que je vais camper avec ma Destar pour prendre les 3 points du centre. Si je commence à avancer, je risque peut-être de perdre le scénar ou de le nuller. Puis la DS toute seule, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de splitter l'armée, donc il y a des trucs à prendre, là des points, je vais essayer de les prendre, et puis faire une victoire tranquille, faire une victoire tranquille, quoi. Parce que je suis quand même bien parti. Donc oui, il a fait cavaler son Varcolac, donc moi je l'ai ramené mes 8 autres gardiens, question d'enfoncer le clou, et je place mes Greybards en protection de Landville. Donc voilà où on en est à la fin du mouvement de mon tour 4. En magie, j'arrive à placer un reroll pour blesser sur les gardiens du centre, enfin les gardiens qui ont pour vocation de se prendre les spawns le tour d'après.
le reste de mes sorts est dissipé. À son tour 4, et bien, comme quoi parfois il vaut bien tourner autour de la table et tout, parce que les points de vue peuvent diverger d'un point de vue à un autre, justement. Il arrive à voir mon nom de ville, je l'ai pas caché complètement avec mes grébardes. Et en fait j'aurais pu, il suffisait que je me mette en ligne, ou enfin, peu importe, mais j'aurais pu le faire mieux, j'aurais même pu mettre mes gardiens un peu plus proches des grébardes, donc en fait il l'aurait vu certes, mais il n'aurait pas pu passer avec le socle. Là il passe, il n'y a pas de souci. Le laser, il n'y a pas de problème. Il voit Landeville, il réussit sa charge. Tant pis pour moi, je veux dire, ça je le paye. Ça, c'est clair que je le paye bêtement. Parce qu'en plus, j'ai plus personne pour voir Svargulf. Donc il va pouvoir se faire mon Landeville tranquille. Et en plus, je vais pas pouvoir l'attraper. Les spawns et les spectres chargent les gardiens, et les deux charges rentrent. Donc bon, je suis en reroll touché sur les deux unités. Je suis en reroll blessé sur les deux unités. Par contre, je suis pris en sandwich. Ça va être tendu, ce cac. Ce cac va être tendu. En magie. Bon, il fait de la rip-hop, j'en ai rien à faire. Le plus enduré, j'en ai rien à faire. Le Aston qui arrive à placer, mais cette fois il a ciblé ma Bisbee et non pas mon Onyx Smith comme il faisait depuis le début. Et du coup, j'ai réussi mon avis sur la Bisbee. Un coup de bol, donc ça c'est plutôt chouette. Et on arrive au corps à corps. Alors, le gros corps à corps qui nous intéresse. Il a l'initiative avec ses spawns. Il se foire complètement. Il me tue un gardien, à peine. Il me tue à peine un gardien. Moi j'ai donc 3 attaques dans les spectres, mais j'en tue un. Bon. Par contre je fais 10 points de vie dans les spawns. Et au final je gagne de 8. Donc les spectres dépopent et il reste plus que 2 spawns. Et mon unité elle va très bien en fait. Donc ouais, j'ai eu de la chance quand même. J'ai eu beaucoup de chance que ces attaques se foirent quand même. Parce que bon. Et puis il a l'AP2 avec ses spawns, donc bah, il me blesse bien, enfin il me blesse normalement, il a beaucoup d'attaques avec le Battle Focus, il en fait pas tant que ça. Et puis bah, c'est surtout que moi derrière j'ai quand même une 5 d'endu, j'ai une 3+ de sauvegarde, donc ça tangue bien. Lui il se foire, moi je tangue bien, et derrière par contre je le découpe quoi, donc ça c'est très compliqué pour lui. À ce moment-là, voilà, il reste plus que 2 spawns, dont un blessé. Il me reste 4 gardiens, mais voilà, ça, parce que les spectres ont fait un petit peu leur travail, mais bon. Le Vargulf ne fait rien contre Landeville, mais si, il lui fait un PV. Voilà, il fait un PV contre Landeville. À mon tour 5, bon bah je me retourne vers le Vargulf, vers Colac, mais ça sert à rien. En magie, j'arrive à passer un -1 pour être touché, -1 pour être blessé sur Landeville. Il fera donc rien avec le Vargulf. Enfin, le Varcolac, je vais y arriver. Moi, je lui fais rien. Et à son tour 5, il va tenter de donner le Frenzy à son Varcolac que je vais dissiper parce que c'est le seul sort qui peut m'embêter à ce niveau-là, même s'il passe un Aston of Hour, il me fera rien. Il fait rien contre Landeville. Moi, je lui fais rien et on s'arrête là. Donc voilà, une petite partie assez tranquille, des fers très sympathiques comme adversaire. Moi, j'aime bien quand le samedi soir, comme ça, c'est pas des grosses parties, alors c'est pas contre mon adversaire que je dis ça, hein. C'est quand vous avez 2 victoires et que vous arrivez à la ronde 3 le samedi, vous êtes en tension quand même, parce que si vous dévissez, vous vous cassez la tronche, et bien comme il faut, donc faut assurer, encore une fois, d'être tout en haut et de gagner, et donc parfois c'est dur, alors que là, on était au milieu de classement, donc une partie tranquille, bon, au 5e tour, là, en vrai, j'aurais pu prendre le Varcolac, ça m'aurait pas fait changer de tranche, donc absolument pas de souci. Et du coup, on calcule les points, je gagne 14-6 à la bâche, et vu que j'ai le scénar, le centre que j'ai contesté toute la partie avec Madestar, je passe donc de 14-6 à 17-3, donc encore une belle victoire, c'est pas mal, j'en suis à deux belles victoires et une défaite moyenne, donc je suis plutôt bien placé pour le lendemain. Très content de la liste, de mes batailles, voilà, j'ai fait trois parties vachement sympas. Celle contre Kermit était un peu moins intéressante, dans ce sens où il se passait pas grand chose, mais d'un autre côté, en termes tactiques, c'était intéressant parce qu'il fallait pas faire de bêtises, quoi. Voilà, et puis bon, contre les deux, contre mon premier et mon troisième adversaire, j'ai pu m'amuser à trancher des trucs en deux avec mes gardiens et avec mes nains, donc très content de ce premier samedi.
pas de ce premier jour. Petite soirée organisée par Damien dans un resto indien le soir avec les chevaliers de la duchesse, avec Kermit. C'était extrêmement sympa, puis avec Edric évidemment. Un peu crevé mais content de rentrer à l'hôtel, et puis on se prépare pour le dimanche. Donc voilà, merci de me suivre sur la chaîne. Vos retours me font vraiment plaisir, donc ça c'est cool. C'était donc les 3 premières parties du MST3 qui s'est déroulé le 24 et 25 novembre. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la 3e vidéo de ce tournoi, où je vous raconterai mes 2 dernières parties, donc les 2 parties du dimanche, et puis on fera la conclusion du tournoi. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée, cette putréfaction sur vous.